Elle dessine depuis le lycée et arpente telle une déesse l'univers du fanzine art. Elle est autodidacte et bourrée d'idées. Vanra est adulée par des milliers d'internautes venus des quatre coins du globe. Ses séries sont toujours un succès sur le web. Elle est maintenant éditée par Glénat pour Stray Dog, sa nouvelle série dantesque. En promotion à Japan Expo, Vanra nous fait un topo sur sa série. J'avais dans l'absolu l'envie de passer en édition supérieure, si je peux me permettre de dire ça comme ça, donc en édition pro, de la part de quelqu'un qui vient de nulle part, qui n'a jamais fait d'école. En général, mes sujets, c'est jamais ce que les autres font, parce que je ne dessine et je ne réalise que ce qui me plaît. Du coup, c'est vrai que j'ai eu énormément de refus. Le souci, c'est quand on me disait jamais ce qui n'allait pas, on me disait non, mais non, ça marchera pas. Donc j'ai décidé de proposer sur la scène américaine, qui proposait régulièrement des tremplins pour les auteurs, à savoir, ils font des tests panels, à savoir vous postez votre série sur internet, sur le support que vous voulez. C'est en fonction du vote du public. Si le public aime et qu'il y a la bonne audience, à ce moment-là l'éditeur se dit finalement ça marche, parce qu'encore une fois ce sont des plateformes qui sont de manière internationalement lues. Ça leur permet aux éditeurs de se retrouver par rapport à ça, de se dire j'ai peut-être pas donné la chance à quelqu'un qui a 0 vue par rapport à quelqu'un qui a énormément de vues. Moi j'ai eu la chance, j'ai posté Stray Dog parce qu'encore une fois c'était le projet que je voulais faire passer en édition. Il a eu du succès, beaucoup de succès dès le départ. Je l'ai mis en ligne, 3 ans plus tard, il avait 1 million de vues par semaine, avec une rentabilité de plus de 3 000 € par mois. Moi je fais toujours des séries très détaillées, donc c'était une énorme série dès le départ. Donc il fallait un support manga, parce que de le faire en graphic novel, ça impliquait que ce soit des pages couleurs. C'est pas possible à un moment donné, il faut les couper, il faut faire des gros plans sur certaines scènes et tout, donc des pauses dans le récit qu'on n'a pas finalement besoin de faire au niveau du manga. C'est pour ça qu'il y a aussi peu d'illustrations de ça, parce que moi je dis toujours, j'aime à le dire, c'est vrai que c'est une série qui se lit, c'est pas une série qui se regarde en fait. Je suis fascinée par le loup de manière générale, par la beauté de l'animal, par les codes et les valeurs qu'il véhicule au sein de sa meute qui sont quasiment humains. Il jouit d'une réputation exécrable, que ce soit en littérature, que ce soit dans le folklore naturel, que ce soit dans les contes aussi. Et ça, c'est vraiment typiquement européen, pays du Nord. Dès que vous allez dans d'autres cultures, le loup, c'est vraiment un animal qui est fascinant, qui véhicule vraiment des valeurs totalement différentes. C'était ce qui m'intéressait aussi sur ce côté-là, parce que je me disais, on a encore une fois beaucoup de clichés à propos de beaucoup de choses. L'intérêt du mythe de la Bête du Gévaudan, c'est que c'est une histoire qui s'est passée chez nous, en France, donc ça parle à beaucoup de gens. Une énigme policière qui n'a jamais trouvé de finalité, qui s'est réellement produit, puisqu'on a encore finalement sur la région du passage de la Bête des stigmates vraiment visuels. On a des statues, on a des commémorations des gens qui sont morts pendant les attaques de la Bête. On a des rapports qui ont été rédigés par des acteurs de la scène de l'époque, par des évêques, par des naturalistes aussi, qui existent et qui sont consultables. Donc en fait, tous les ingrédients sont là pour faire une bonne histoire de base. Ceux qui sont les prénoms japonais, il y a une signification particulière, c'est-à-dire que quand on voit vraiment l'étymologie du mot ou la signification du nom, c'est en rapport finalement avec le rôle du personnage dans la série. Sa finalité, son actuel de devenir lors de la série, voir ce qui s'est passé au départ, voir ce qu'il représente aussi au niveau de la série. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Kira, ça peut être basique. Dans une des cultures qu'on s'appelle chinoise, Kira c'est le diable, dans la culture japonaise c'est un tueur. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est un personnage qui fait effectivement énormément de victimes. Le nom Kira, si vous l'écrivez sur certains idéogrammes, si vous rajoutez, on va dire, un seul idéogramme, ça veut dire la personne maudite. Donc ça correspondait à son statut. Mais mes histoires, elles ont plusieurs niveaux de lecture, que ce soit au niveau du scénario, au niveau de tout ce qui est détail. Il faut regarder tout en fait. Toru, à la base, c'est au niveau du nom, ça veut dire le changement. Et lui, effectivement, le changement qu'il a, que ce soit au niveau de sa conscience, tout simplement, que ce soit au niveau de sa forme, de son aspect, il y a le changement sur plusieurs plans, mais également le changement au niveau vital, puisque, encore une fois, c'est un personnage qui décide de vivre de mort sur les autres. Enfin, voilà, c'est vraiment... Les noms sont dessinés par rapport à ça. Je construis toujours mes histoires sur la mise en avant d'un personnage, de mes personnages. Stray Dog, c'est parti sur l'idée, je voulais un personnage qui avait cet état d'esprit-là, parce que j'avais jamais fait un personnage qui avait telle contrainte, tel tenant, tels aboutissants, avec autant de thèmes qui lui reviennent dessus. J'ai dit, ce personnage-là, il a ça comme background. Donc par rapport à ça, je me suis dit, maintenant, j'ai un personnage. Dans quel contexte je vais pouvoir le faire évoluer? Donc ensuite, le contexte se met en place. Après, quel thème dans la BD je voudrais aborder? Se mettre en place, finalement, les thèmes de l'exclusion, du clivage interracial, etc. Je voulais exprimer ça. Après, sur quelle intensité je voulais exprimer? Donc là, ça part vraiment sur des extrêmes, parce que je veux faire réagir les gens. Il y a beaucoup le thème du deuil aussi qui est mis en avant, dans le sens où c'est abordé par plusieurs personnages. Chaque personnage a sa manière de concevoir le deuil. Et donc, après, j'ai créé les personnages secondaires. J'ai dit, donc lui...
le héros, s'il a telle condition, telle contrainte, etc., qu'est-ce qu'il va pouvoir faire justement titiller ces contraintes et faire apparaître, ou au contraire qu'est-ce qui pourra l'aider à s'en défaire. Donc ensuite il faudra tel personnage, et ce personnage là il faudra le faire se détacher assez du héros pour qu'il soit charismatique aussi. C'est ça que Senri, donc, qui est associé à ce personnage au premier volume, il est vraiment l'exact pendant de Toru, parce que quand on les met les deux ensemble, finalement l'un fait ressortir le second. C'est comme une tache d'huile, je pars d'un point du centre avec mon personnage principal ou mes personnages principaux, et ensuite se tisse tout ce qui va avec et tout ce qui va se former par rapport à ces derniers. J'aurais aimé rencontrer Jim Lee, qui est mon idole totale en comics, mais bon, ça, je suppose qu'il est trop occupé pour venir en France, mais si jamais il veut venir en France, qu'il n'a pas de quoi se loger, j'ai les Tankeshua pour l'accueillir. Non, après, il y a pas mal d'auteurs japonais aussi, dont j'adore le trait, par exemple Miwashiro, qui m'ont influencé moi-même au niveau de la conception de mes scénarios, parce qu'ils ont vraiment une capacité d'introduction de leur histoire et de finalité de leur histoire qui est peu commune. Il y a Hiroyuki Asada aussi, qui fait des histoires très poétiques et toujours vraiment très bien agencées, en plus d'avoir un dessin extraordinaire par-dessus. Si vous pouvez prendre autant de plaisir à lire Massé que j'en prends quotidiennement à la dessiner, à la créer, franchement, ce serait pour moi un énorme cadeau, parce que ce serait formidable.